Les bourses de Toronto et New York connaissent leur meilleur mois depuis 2002. Hey, qu'est-ce que je vous ai fait, là? Hein? C'est quoi vous voulez? Hey, je vous parle! Qu'est-ce que vous voulez? Voici, mesdames, messieurs, un bel exemple d'intimidation. C'est un geste qui peut paraître banal, mais il ne l'est pas du tout, au contraire, parce que imaginez ce geste-là à répétition, tous les jours, pour un adolescent là, qui se rend à l'école le matin. Imaginez dans quel état il est. Il a peur, il a souvent mal au ventre, il a des idées noires parce qu'il est victime de ses camarades. Alors, l'intimidation, vous venez de le voir, c'est la loi du plus fort. Et donc, bienvenue à cette émission spéciale dédiée à l'intimidation à l'école. Évidemment, on s'inspire de l'histoire du jeune David Fortin, disparu depuis 2 mois. Une dernière nouvelle, on apprend aujourd'hui que la police reprend les recherches pour voir s'il serait dans les environs de son domicile dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cela dit, au cours des 90 prochaines minutes, nous avons invité sur ce plateau des gens qui s'identifient aussi au cas de David Fortin, qui connaissent l'intimidation à l'école, qui en ont vécu, des gens qui sentent le besoin d'intervenir, qu'ils sont enseignants, directeurs d'école, directeurs de commission scolaire, des gens qui veulent changer l'ordre des choses, qui veulent vaincre la peur et briser le silence. Et dans l'extrait que vous venez de voir de Virginie, vous pouvez vous dire, bon, ça, c'est de la fiction, mais au fond, la fiction rejoint très souvent la réalité. Et d'ailleurs, Maxime Bertrand, ma collègue, est allé depuis quelques semaines au-devant de ces jeunes qui vont à l'école tous les matins dans la peur, en vivant le cauchemar. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Ces jeunes-là que vous avez rencontrés depuis quelques semaines ont eu beaucoup de courage pour vous parler. Vous savez, Anne-Marie, il faut beaucoup de courage, surtout lorsqu'on est jeune, pour rompre le silence et briser l'engrenage de la peur. Alors, les jeunes gens que nous avons rencontrés ont eu le courage de parler à une enseignante, à leurs parents, à une direction d'école de leurs difficultés. Parce que l'intimidation est une source réelle de souffrance pour de nombreux jeunes gens. Ma collègue Nicole Germain et moi avons rencontré des élèves du primaire, du secondaire qui nous ont parlé, la plupart d'établissements publics, un collège privé inclus. Eh bien, qu'est-ce qui en est ressorti? Eh bien, que ces jeunes gens sont marqués au fer rouge. Certaines victimes s'en sont sorties, d'autres souffrent encore. Nous avons également rencontré des intimidateurs qui se sont repentis, Anne-Marie. Ce sont pour la plupart des adolescents qui ont souffert, qui ont subi des affronts, des abus, qui ont été victimes et qui ont décidé de prendre leur revanche un jour. Heureusement, ces jeunes gens s'en sont sortis eux aussi. Et je tiens pour finir à souligner le courage qu'ils ont eu de reconnaître devant nous les torts qu'ils ont causés par le passé à autrui. Alors, et Maxime, vous allez nous faire part des courriels reçus tout au long de la soirée. Tout au long de la soirée. Alors, merci beaucoup, Maxime. Alors, mesdames, messieurs, on écoute ces jeunes rencontrés par Maxime Bertrand. Et ici, l'intimidation, c'est pour faire mal à quelqu'un. C'est pas comme si je dirais, ah ouais, je vais lui faire mal, c'est juste pour jouer. C'est pas vraiment un jeu, puis ça peut vraiment blesser. De dire que tes parents sont... c'est pas des bons parents, ils n'ont pas de raison de vie, ils ont fait un enfant super stupide, puis des trucs comme ça. Ça, je déteste ça. C'est quand il y a quelqu'un de plus gros et de plus fort, puis un plus petit, puis il utilise ses forces pour lui faire peur, donc il utilise ses forces pour la mauvaise raison. La première fois, c'est que quand je voulais jouer avec du monde, c'est qu'il disait que je pouvais pas jouer parce que j'étais gros. Et il y avait du monde là, qui jouait. C'était un jeu que tout le monde pouvait jouer. Et moi, il disait non. J'étais rousse, alors le monde il me criait des noms comme poil de carotte, puis j'avais les dents beaucoup avancées. Fait que le monde, il me disait « Hey, le castor! » Puis là,
moi, ça me faisait de la peine. Fait que là, ben, je me suis comme construit une carapace, puis je m'exclusais des autres, puis j'avais pas d'amis, puis j'ai été rejet pendant 1 an aussi. Puis ça, c'était beaucoup dur pour moi, puis je suis venue à plus avoir d'estime de moi-même. Est-ce qu'il y a une meilleure définition que celle donnée par les enfants eux-mêmes? Madame Nadeau, vous devez vous reconnaître là-dedans, votre fils Thierry, et vous, Michel Monette aussi, vous êtes les parents d'un enfant qui vit ce que vivent les enfants qu'on vient d'entendre. Comment vous vous reconnaissez là-dedans? Ce que ces jeunes-là racontent, c'est vraiment ce que mon fils nous raconte, dans le sens où mon fils étant plus petit, pas gros, il cherche tout le temps des façons autrement dit, s'il est à part pour X raisons, bien, il est encore mis plus à part à cause de ces raisons-là. Fait que les jeunes, c'est ce qu'ils font. Ils cherchent un point, puis là, ils jouent sur ce point-là, puis ils trouvent 1001 raisons de... Tout est bon, dans le fond, Exactement. pour le faire souffrir. Il souffre, votre fils. Oui, le premier témoignage, le jeune homme qui parle de comment il traite ses parents, et ainsi de suite. Thierry revient souvent à la maison comme ça, de la manière qu'il parle de sa mère, et ainsi de suite. Et c'est bouleversant là, de voir le témoignage, mais c'est effectivement ce que Thierry ramène à la maison aussi. On n'a C'est pas un de... choc pour tes parents. On doit être démunis. Oui. On ne sait pas quoi vraiment. On voudrait lui dire banalise-les, tu lui donnes de la force si tu réagis, mais c'est un garçon de 13 ans, c'est normal que si tu lui parles de ses parents comme ça, il va réagir. Là. C'est pas un adulte qui réfléchit même comme nous, là, donc c'est normal. Alors, donc, on n'a pas d'outils pour pouvoir l'aider autre que de l'écouter puis de vouloir l'aider. Et dans le cas de Thierry, il y a eu des interventions et finalement, l'enfant a été retiré de l'école. Vous avez fait un choix de le changer. Ça fait presque 1 an et demi qu'il vit cette intimidation-là depuis qu'il est au secondaire. Et ça va s'accentuant parce que l'école intervient, met des mesures en place, des dynamiques de classe et met plus de surveillance autour de Thierry. Mais plus il y a d'adultes qui s'impliquent, plus les jeunes s'acharnent sur lui, aussitôt qu'un adulte a le dos tourné. Fait que du coup, Thierry me dit arrêtez de faire quelque chose parce qu'il dit là, j'ai plus de troubles que j'en aurais dû en avoir. Et devant ça, qu'est-ce que vous faites? Bien là, il y a 15 jours, Thierry nous a eu une très grosse réaction à la maison qui nous a appelés à interagir et de dire bien là, rien d'autre à faire que de le retirer de l'école parce que mon enfant a fait ce que ces enfants-là disent, mot de vente. Il ne veut pas aller à l'école. Vous avez tous les signes, là. Exactement. Tous les signes. Écoutez, j'ai le goût d'aller chercher quelqu'un du côté des enseignants. Madame de Zorcy, vous avez un programme d'intervention, n'est-ce pas, auprès des enfants. Vous les reconnaissez, les enfants, là? Parce que on pourrait peut-être les trouver dans différentes écoles, ces enfants-là, parce que ce sont des situations qu'on peut retrouver au primaire, effectivement. En fait, on est sensible à ça quand on est directeur d'école parce que notre rôle, au premier chef, c'est la sécurité des enfants, c'est leur bien-être. Parce que quand on parle de bien-être, on peut assurer davantage la réussite. Donc, on a un rôle très important par rapport à leur sécurité, leur protection également. Et Madame Bouchard, votre fils, Frédéric, qu'on va voir un petit peu plus tard à l'émission, a été dans la même situation que les enfants qu'on vient d'entendre. Et plus tard, il est devenu intimidateur. Puis aujourd'hui, il est un intimidateur repenti, il veut s'en sortir. Vous aussi, vous reconnaissez les signaux, là. Et comment vous êtes senti, comment avez-vous réagi au moment où ça arrivait quand il était petit? Bien, quand il était petit, on essayait de dire, ben écoute, ignore-les, éloigne-toi. Mais Frédéric, en partant, il a un déficit d'attention avec hyperactivité. Fait que donc, ça lui prend pas grand-chose pour réagir. Pour réagir. Puis rendu au secondaire, mais ça a changé. C'est lui qui est devenu intimidable. Il a pris sa revanche. Oui, il a pris sa revanche. Pascal Dansereau, je pense que vous connaissez le fils de José. Est-ce que ça se confirme? Il avait vu ce passé difficile et aujourd'hui, ça s'explique par ses raisons? Ça s'explique par ses comportements. Il a fait un cheminement quand même de 10 rencontres en groupe au niveau de la violence. Ça a fait un méchant bout de chemin. Aujourd'hui, il y a du travail à faire, mais il y a beaucoup d'amélioration de fait. Donc, il y a l'espoir. Parce qu'il y a eu de la dénonciation, on a brisé le silence, c'est ça? Oui. J'aimerais parler à des gens maintenant qui l'ont vécu, là, mais pour qui les années ont passé quand même. François Chénier, est-ce que quand vous réentendez des témoignages d'enfants, vous êtes père de famille vous-même, est-ce que ça vous rappelle des cauchemars? Oui, mais quand j'entends ces témoignages-là, en fait, moi, j'aimerais me faire le représentant de ceux qui ont vécu une intimidation qui est un petit peu plus pernicieuse, qui paraît un petit peu moins. C'est-à-dire que j'ai des amis qui rentraient de l'école puis qui mangeaient une volée à tous les jours. J'ai pas vécu ce type d'intimidation-là.
J'ai vécu plus l'exclusion dans les sports, l'exclusion... j'étais plus petit que tout le monde. Une tête de moins que tout le monde, ça prend juste ça pour vivre l'intimidation. Fait que c'est davantage aujourd'hui que je me rends compte que j'ai souffert parce que j'ai développé toutes sortes de mécanismes de défense extrêmement efficaces. Et vous en êtes bien sorti. Vous avez pris votre revanche aujourd'hui, d'une certaine manière, par là. J'ai pas pris ma revanche sur personne. Non, mais sur la situation. La fierté que j'en éprouve, oui. Et que vous allez, j'imagine, communiquer à vos enfants. Vous ne laisserez jamais passer quoi que ce soit. Non, probablement pas. Non, je suis très sensible à ça. Diriez-vous qu'à l'époque, on disait « Ah, c'est la vie, hein? C'est comme ça que ça se passe. C'est un rituel, garde, sois fort, mon gars, là, c'est comme ça que ça se passe. » Et qu'aujourd'hui, en tout cas, on semble voir que, oh, là, non, c'est un peu plus sérieux que ça et que c'est urgent d'intervenir. Est-ce que vous le voyez comme ça? Votre perception a changé de l'intimidation? Oui, c'est plus présent. C'est peut-être beaucoup plus dénoncé que ça l'était, mais je trouve que c'est plus présent et c'est plus présent dans toutes les sphères de la jeunesse, je dirais. Même, je vais très loin, mais dans la sexualité naissante, il y a une forme d'intimidation. C'est nouveau. Il n'y avait pas ça à mon époque. Donc, j'espère que c'est une époque. Oui. Que ça va passer. Oui. Maryse Leca, vous aussi, maintenant, vous avez 37 ans, vous êtes mère de famille. Pas encore, mais sur le point, peut-être. C'est un projet de vie. Oui, pour être honnête avec vous, ça a été une des raisons pour laquelle j'ai retardé d'avoir les enfants. Oui. Okay. Je trouvais ça intéressant, l'extrait qu'on a vu de Mme Larouche. Je trouve que ça exprime tellement ce qu'on peut ressentir quand on est dans l'école, puis qu'on a une gang, plusieurs jeunes qui se mettent autour de nous. Moi, j'ai vécu ça. Même pas besoin de parler. On le ressent. Ouais. C'est ça aussi, des fois, les mots peuvent blesser, mais l'attitude des gens envers nous peut blesser aussi. Et vous, c'est allé très loin. Il y a eu des tentatives de suicide de votre part. Tout à fait. Oui, parce que je voulais que ça arrête. Ouais. Donc, c'était ma façon à moi de me retirer de la souffrance, en fait. Ouais. Bernard Desrochers, je vais aller à vous tout de suite de jeunesse. J'écoute parce que vous en recevez beaucoup d'appels de détresse de ces jeunes qui veulent que ça arrête. On va y revenir aussi plus tard à l'émission, là, mais je pense que c'est pas une option, ça, que ça arrête de cette manière-là, n'est-ce pas, Bernard? Bien, c'est sûr que non. Ouais. Une des choses peut-être qui n'a pas été dit, mais j'ai l'impression que ces jeunes-là sont atteints dans leur dignité. Ouais. Et c'est ça qui les fait le plus mal. Et parce que c'est fait à répétition, parce que c'est intentionnel, ça laisse des marques encore plus profondes. Ouais. Et le type d'appel que vous recevez aujourd'hui, diriez-vous que maintenant on prend ça plus au sérieux, on souffre davantage? Qu'en est-il? J'ai l'impression, c'est drôle, mais en tout cas, la génération des jeunes d'actuellement, on est plus conscient de l'impact de l'intimidation, des conséquences, mais aussi sont peut-être plus dans une génération miroir, qu'on peut dire. Ils se regardent beaucoup aller. Et parce qu'ils se regardent beaucoup aller, quand ils vivent l'intimidation, ça a l'air encore plus grand. Plus important pour eux. Fabienne Larouche, avant d'aller à la pause, l'extrait qu'on a vu sera intégré dans un épisode le 8 avril, mais vous avez été inspiré trois émissions. C'était important pour vous. À la base, vous avez été enseignante. Je pense que c'est important de le rappeler. Enseignante, mais j'ai pas connu ça, l'intimidation dont on parle aujourd'hui. D'ailleurs, je suis ici beaucoup plus pour écouter que pour parler. Mais cet extrait-là, il est intéressant parce que j'ai voulu montrer que c'est pas avec des armes. Souvent, on a l'impression que l'intimidation, c'est on rentre avec des revolvers, des couteaux et tout ça. Mais là, il n'y a pas un mot qui se dit. Il n'y a pas un mot qui se dit. Et on a tous senti ce qui se passait. Moi, je trouve ça, j'entends ici là, des histoires, et je me dis, nous, notre responsabilité comme adultes, il faut donner un milieu sécure aux élèves. Et autrefois, Anne-Marie, on avait un milieu d'instruction. Aujourd'hui, on a un milieu beaucoup de discussion. Et moi, je pense qu'il faut redonner l'école aux enseignants, au directeur. Je pense qu'il faut des surveillants. J'ai un peu, moi, dans le mode répression. Oh, d'accord, on va venir. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. Tout de suite, après la pause, on retrouve d'autres enfants, dont Léo, d'autres témoignages et nos invités sur le plateau pour cette émission spéciale sur l'intimidation à l'école. À tout de suite. L'affaire Mulroney-Schreiber sera en commission d'enquête. Après l'examen des faits, que saura-t-on sur les sommes touchées par l'ex-premier ministre? Pour tous les rebondissements dans la commission Oliphant, RDI sera sur place. À suivre sur RDI. Chaque jour, les docteurs... Des fois, mes journées sont correctes. Des fois, mes journées sont pas correctes. Il y a plus de pas corrects que corrects.
C'est à peu près intolérable d'entendre un témoignage comme celui-là. C'est invivable. Maryse, ça vous fait réagir tout de suite, hein? Oui. On ne sait jamais à quoi va ressembler notre journée d'école. On se rend à l'école. Comment ça va se passer quand je vais marcher dans le corridor? Comment ça va se passer quand je vais être à la cafétéria? Qui est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui? Je comprends. Et si Léo écoute l'émission ce soir, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qui a été très courageux d'intervenir, de participer à ça et de s'accrocher, de faire confiance, que nous, on est là ici pour que ça change. Ouais. Ouais, et que la vie est belle et qu'il faut faire confiance. C'est ce que je peux lui dire. Alors, comment on s'aperçoit qu'il y a des jeunes en détresse comme ça dans une école? Vous êtes dans vos écoles. Madame Lompré, alors vous, quand vous entendez des enfants qui disent ça de l'école, puis qui ont peur d'y aller, c'est quelque chose, en fait. Ça doit vous interpeller. Énormément. Ce que je disais toujours lorsque j'étais enseignante et directrice aussi, je disais toujours aux parents, la journée où vous entendez vos enfants se plaindre de ne pas vouloir se rendre à l'école, s'il vous plaît, appelez l'enseignante ou appelez à l'école. Ouais. L'école est le pivot, c'est l'endroit où on peut rapidement mobiliser une communauté. Et je pense que c'est à travers l'école qu'on peut faire en sorte d'améliorer cette situation parce que c'est l'estime de soi qui est tout de suite atteinte. Ouais. Mais comment répondez-vous aux parents ici, là, Mme Renaud, M. Monette, qui ont retiré Thierry de l'école parce que leur enfant les suppliait de ne plus intervenir auprès de l'école? Puis il faut en prendre acte, hein, parce que souvent les enfants vivent dans cette peur-là, puis on ne veut pas les trahir parce qu'on les aime. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Dans les écoles, il y a des intervenants. Je ne connais pas tout à fait le dossier de votre enfant. Il y en a des centaines au Québec. On dit qu'il y en a 10 au mieux des enfants qui sont victimes d'intimidation. C'est 70 dans l'existence. Un enfant, une fille sur 5, un garçon sur 10 qui va vivre ça un jour. Alors, ce qu'il faut, c'est s'en parler, c'est se le dire, c'est se le nommer. Et comme parent, il faut ouvrir la situation. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte un peu sur le fait que vous-même, vous avez été victime d'intimidation? Bien, je ressemble un peu à Janie. Alors, j'étais rouquine. Ça n'a pas duré très longtemps. J'avais probablement un caractère qui faisait en sorte que je m'en suis sortie toute seule. Ça se passait en 1971. Oui, mais plus ça change, plus c'est pareil aussi. Là, oui, je l'ai vécu comme direction d'établissement. C'est un parent qui m'a intimidée. Parce qu'il y avait une situation d'intimidation avec les enfants ou pas? Non, pas nécessairement. Non, pas tout à fait, mais qui a voulu avoir des privilèges et qui est allé par intimidation. Bon, c'est quelque chose. Alors, je vais m'adresser aux enseignants. Est-ce que vous reconnaissez l'école qu'on décrit à travers les témoignages des enfants? Est-ce que vous voyez les signaux? Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça déclenche, Mme Jou, quand vous entendez ces témoignages? On en voit toujours des cas d'intimidation au primaire. Et on voit peut-être le syndrome dans l'œuf un peu, parce que ce qu'on décrit au secondaire, là, ça me semble très gros et j'espère qu'on peut faire un travail de prévention qui fait qu'on n'en arrivera pas là. Quand je vois le petit garçon qui dit qu'il y a plus de journées difficiles que de journées faciles, ce qu'on essaie de faire, nous, dans notre école, c'est d'avoir un attachement avec l'enfant. Il y a besoin d'une personne qui est son ancre. Et ça, il faut développer cette relation-là. Il faut passer du temps avec les enfants, cibler un petit peu ceux qui ont tendance à être victimes, ceux qui ont tendance à être l'intimidateur aussi, passer du temps avec eux, aller les Mais ça, c'est l'école idéale. C'est l'école idéale. Donnez-nous votre nom d'école, là, parce qu'on veut y aller là, à votre école. Oui. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on entend des témoignages contraires également, là? Oui, absolument. Je pense que détourne le regard. Quand la direction de l'école passe du temps pour ramener ça sur le tapis, comment intervenir avec les enfants au niveau des chauffeurs d'autobus, ceux qui s'occupent des enfants, c'est l'heure du dîner, tout ça, ça prend une communauté pour élever un enfant, comme vous avez dit. Madame Nadeau? Moi, je voudrais faire le lien avec l'estime de soi puis accepter les différences. Puis plus on va en parler à tous les enfants, pas juste à l'enfant qui est intimidé ou à l'agresseur, mais que tous les enfants se parlent entre eux, qui connaissent les différences, qu'on apprend à accepter. Je donne un exemple. J'ai eu une enfant dyslexique l'année passée et les parents étaient d'accord. On a expliqué aux enfants c'est quoi la dyslexie, c'est la zone du cerveau, l'intelligence. Bien, pour les autres enfants, ça diminue, ça enlève la différence. Donc, ça fait une source de moins d'intimidation. Okay. Quand on ne comprend pas la différence, puis comme on est dans une société
conformisme ou le paraître est important. Mais moi, je pense qu'il faut dire les choses aux enfants. Il faut leur parler. Et il faut qu'ils apprennent à se parler. Monsieur Royer, avec tout ce que vous entendez depuis le début de l'émission, là, vous êtes un chercheur, vous êtes un professeur. Je suis un praticien là-dedans. Vous savez, ça fait plusieurs années que je suis là-dedans. J'ai toujours le frisson quand j'entends des témoignages comme ça. Vous savez, il y a des jeunes qui agressent, il y a des jeunes qui sont intimidés, il y a des jeunes qui observent et qui n'interviennent pas. Et vous en avez d'autres qui passent au loin puis ils ne sont pas trop associés. Ils sont importants, ceux-là qui savent et qui voient. Très importants. Et les programmes, ça fait environ 25-30 ans qu'il se fait des programmes d'intervention là-dessus. Outre le fait qu'il y a un arrêt d'agir à celui qui agresse, on intervient évidemment pour supporter et aider celui qui est intimidé, parents des deux, mais surtout, on va intervenir au niveau des observateurs aussi. Bon. Il y a une question de pouvoir là-dessus et de pouvoir qu'on manifeste en public pour se relever. Et ça, à un moment donné, il faut intervenir directement là-dessus. Et il y a des éléments qu'on sait à peu près qui fonctionnent relativement bien dans les écoles qui ont réussi à appliquer des interventions efficaces. Oui, parce que le silence, c'est le grand complice. Le grand jour et le grand soleil est un des meilleurs remèdes de ce type de situation. Très bien. Alors, je vais joindre maintenant Maxime Bertrand, qui a reçu de vos courriels. Alors, Maxime, que disent nos téléspectateurs? Anne-Marie, les gens réagissent beaucoup à cette discussion. Alors, allez-y, n'hésitez pas, continuez à nous écrire. Alors, je commence avec le courriel de Jean-François Chartrand-Delorme qui écrit: au début de mon secondaire 3, les gens riaient de moi, me traitaient de tapette parce que j'étais un peu efféminée. Les professeurs ne s'en mêlaient pas. Jamais un autre élève n'aurait pris ma défense par peur d'être mis dans le même panier. Si mes parents avaient eu un fusil à la maison, je me serais tiré une balle dans la tête pour mettre fin à la situation. Ensuite, nous avons un courriel qui a été reçu par Annick, qui nous l'a envoyé, et on y lit: tu dois être folle parce que si tu pensais que tu pouvais gagner en allant sur mon blog et en y mettant des commentaires débiles, tu es une salope. Tu es une salope, donc je veux te donner une leçon. Si tu joues avec le feu, tu vas te brûler. Et pour finir, pour le moment, Anne-Marie, un courriel de Gilles Lemay. C'est un grand-papa qui nous écrit: un dimanche, mon petit-fils de 9 ans me demande d'aller se lancer un frisbee dans la cour de son école. Devant l'entrée de la cour, il fait marche arrière parce qu'il vient d'apercevoir un élève qui l'a déjà menacé de lui tirer dans le visage avec un pistolet à plomb. En creusant plus loin, j'apprends que l'élève en question lui a aussi mis la tête dans la neige pendant une récréation et que mon petit-fils l'avait dit au personnel de l'école. Mais le jeune intimidateur n'a reçu qu'une menace sans conséquence. Alors, je vous lance la question du grand-papa Anne-Marie. Y aurait-il lieu d'avoir un protocole d'intervention accepté par tous les intervenants de l'école et hors de l'école? Très bien, Maxime, merci beaucoup. Alors, je la garde, votre question. On la pose à nos invités tout de suite après la pause, mesdames et messieurs. À tout de suite. Présenté en collaboration avec la librairie L'Haricot à Chambly et la librairie Select à Saint-Georges-de-Beauce. C'était plus les mots, puis qu'on me dise de... Parce que, tu sais, quand tu te fais frapper, à un moment donné, ça arrête. Quand quelqu'un te dit des mauvais mots, ben ça reste là. Alors, on vient d'entendre, Nicolas, les mots, c'est vraiment une arme puissante, redoutable, mais qui peut même être fatale. Et juste avant d'aller à la pause, on entendait Maxime Bertrand nous présenter les courriels, dont un, celui de Jean-François, qui disait, il y a 26 ans aujourd'hui, mais quand il était jeune, on le traitait de fif, de tapette. Puis s'il y avait eu une arme à feu, il l'aurait prise, puis en fait, ça aurait pu être grave. Donc, cette violence-là dégénère. Monsieur Blackburn, vous êtes... directeur d'une commission scolaire, comment vous voyez, vous, et en plus, vous êtes à la commission scolaire, d'où vient le grand sujet d'actualité, évidemment, la disparition de David Fortin? Bien, écoutez, je pense fondamentalement qu'il y a une solution qui passe nécessairement par la prévention. Ouais. Et de plus en plus, les programmes s'adressent aux enfants de plus en plus jeunes. Madame faisait référence tantôt, le respect des différences. On travaille avec les jeunes sur les habiletés sociales, l'acceptation des différences individuelles et collectives.
c'est là qu'on observe les plus grandes difficultés. Et la question lancée par Maxime, par ce téléspectateur qui disait, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des protocoles dans les écoles qui mettent tout le monde ensemble? Là? Il y a effectivement des protocoles et ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, l'école ne peut plus faire l'école tout seul. Hein? Tous les mandats qui sont confiés à l'école, elle n'y arrive plus seule. Et on a un ensemble d'intervenants et d'éducateurs qui sont associés au milieu de l'éducation pour intervenir, que ce soit du côté de la santé, services sociaux et autres. Et malgré tous les professionnels qu'on a autour de la table, on voit que, encore une fois, la violence la plus insidieuse continue à sévir. Malgré tout ça, Fabienne? Il y a un autre tabou, c'est que je pense que les enseignants ont peur. C'est ce que disait le grand-père aussi. C'est que les enseignants, à un moment donné, ils n'interviennent pas parce qu'ils ont... Peur. Oui, peur. Ouais, Madame Lompré nous le disait. D'ailleurs, est-ce que c'est une réalité, ça, Madame Jou, n'est-ce pas? Moi, je pense que les enseignants, peut-être, se sentent pas toujours habiles. Puis je mets encore là-dedans le chauffeur d'autobus, les surveillants, tous les intervenants. Parfois, une situation arrive, puis faute de temps ou quoi que ce soit, ou on minimise la faute, ou simplement on dit « je sais pas trop quoi faire avec ça ». Je vais essayer de passer ça, puis on va voir si ça se reproduit demain. Peut-être que c'était juste une fois, tu sais. Oui. Madame Desorcy. Si on veut éviter la banalisation des gestes de violence et d'intimidation, je pense que c'est important. On parle de prévention. Une des formes de prévention, c'est bien d'établir une politique de tolérance zéro dans nos établissements scolaires. Établir une politique qui, évidemment, touche l'ensemble des intervenants et du personnel, qui est connue, qui est diffusée largement, à l'intérieur de laquelle les parents vont également avoir leur place parce qu'ils sont très aidants dans la dénonciation de l'intimidation. On parle d'équiper, d'outiller les enseignants. En voilà une autre forme de prévention. S'assurer que le personnel connaît cette dynamique-là et est capable de faire face. Monsieur Maheu, vous êtes agent socio-communautaire, policier. Quand vous entendez des gestes, enfin des idées aussi violentes, exprimées de manière aussi violente que celle-là, enfin, ça aurait pu dégénérer. Qu'est-ce que la police peut faire là-dedans? Nous, habituellement, concernant l'intimidation, quand on rencontre dans les classes les jeunes, l'intimidation est près du harcèlement, puis est près du taxage aussi, puis des menaces. Alors, quand on rencontre les jeunes, on leur explique l'intimidation, puis on parle au niveau des victimes. C'est sûr que des cas, comme j'entends présentement, c'est sûr qu'une intervention policière immédiate, on est en lien direct avec les enseignants, les directions d'école, puis les policiers qui sont communautaires au niveau de Montréal. On va tout de suite dans les écoles rencontrer les parties impliquées. On donne du temps aux victimes, on donne du temps aussi aux agresseurs. Bon, très bien. Marie-Pierre, un projet assez unique, assez extraordinaire. Tu as décidé, je vais te dire tu parce qu'elle a beaucoup incité pour que je lui dise tu, pas l'habitude de tutoyer mes invités, mais tu as mis en place un programme à ton école. Tu n'as jamais été victime d'intimidation? Bien, pas nécessairement. C'est sûr que des petites remarques de filles au primaire ou... Mais tu sais, vraiment pas pour dire que j'ai été une victime en tant que telle ou intimidatrice. Sauf que c'est plus avec les années que... De plus en plus que les années avançaient, de plus en plus je remarquais, c'est un cercle vicieux. Donc, puis ça me concernait complètement. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire un programme. Oui. Et c'est quoi ton programme? Bien, c'est plus un projet qu'un programme. J'ai décidé de faire une semaine thématique dans mon école contre l'intimidation pour essayer de faire en compte aux élèves comme quoi les petits gestes banals à long ou répétitifs sont souvent ça s'aggrave, ça dégringole, puis c'est là que ça mène à des résultats. Ça marche-tu? Ça va-tu marcher, le projet? Bien, j'ai beaucoup d'effets positifs après ma semaine. C'est sûr que je vais essayer de... On va voir avec les années, mais je vais essayer de le refaire parce que c'est sûr que juste le fait parce que j'avais interviewé, témoigné un peu d'élèves, juste le fait de se faire entendre, de les écouter, ça leur a fait du bien. Oui. Et tant M. Royer, tout à l'heure, disait, quand on voit quelque chose, il faut briser le silence. Les gens qui sont témoins, ils sont les témoins sont beaucoup plus importants qu'on peut le penser parce que ils mettent de la force aux intimidateurs ou à l'intimidateur qui fait que c'est certainement pas avec les témoins qu'ils vont arrêter. Puis... Maxime a un courriel pour nous. Alors, Maxime... Mme Desorcy, un peu plus tôt, parlait de politique de tolérance zéro. Alors, très rapidement, un courriel de Sylvie Leblanc qui dit « Mon fils est victime d'intimidation à l'école depuis le primaire. Il est maintenant au secondaire et ça continue malgré mes efforts pour faire changer la situation. Lorsque l'école n'adopte pas les mesures nécessaires pour faire cesser l'intimidation, peut-on porter plainte comme pour le harcèlement au travail? Existe-t-il une loi pour obliger les écoles à intervenir auprès des élèves qui intimident? Alors, la balle est lancée, Anna. Alors, Mme Desorcy, là-dessus? À la loi d'instruction publique, une de nos responsabilités comme directrice d'école,
c'est le bien-être des enfants, leur sécurité. On en parlait en ouverture et c'est de base. Donc, on a le rôle d'intervention, autant lors d'événements d'intimidation que sur le plan de la prévention. On ne s'en sort pas si on ne le fait pas. On risque de voir ces événements-là se reproduire. On ne doit donc pas qu'intervenir sur l'intimidateur, mais on parlait des témoins. C'est la masse critique de nos écoles, sont les témoins. Ouais. Alors, ce sont eux qui représentent le plus gros potentiel d'amélioration de situation, en fait, parce que, donc, capables de dénoncer. Et quand la situation ne se corrige pas, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, comme ce témoignage des enfants rencontrés par Maxime Bertrand. On les écoute. Si tu te fais souvent intimider, si à chaque jour tu te fais intimider, t'as pas une bonne vie. Tu veux essayer, à chaque fois que tu essayes de quoi, ça fonctionne pas, tu te parles à tes parents, ça fonctionne pas. Tu peux, tu peux commencer à avoir des idées noires. Ça me tentait plus d'exister parce que comme ça, au moins, je me ferais plus insulter, mais je vivrais même plus, donc... J'aurais voulu me suicider, sinon. Moi, c'est mon frère qui s'est fait intimider pendant 2 années, je pense, du primaire. Puis c'était un petit gars de son âge qui l'intimidait. Puis le matin, c'était assez traumatisant pour moi. Fallait que je le prenne dans mes bras, puis que je le traverse moi-même ou la brigadière, puis il me donnait des coups de pied, puis il pleurait, il criait, il voulait plus aller à l'école. Fait que, tu sais, ça l'affecte pas juste la personne qui se fait intimider, ça affecte tout le monde autour, là. Je me rappelle que bien souvent, vers les dernières années, juste avant de partir à l'école, j'avais des maux de ventre. C'est pas exprès, j'avais vraiment des maux de ventre, puis ma mère, elle m'a dit que c'était psychologique. J'ai su plus tard que c'était psychologique. Je voulais tellement pas subir ce que je subissais à l'école, je voulais tellement pas vivre ça encore que le matin, j'avais des maux de ventre à cause du stress. C'est assez difficile à entendre, le Gilles Royer. Écoutez, c'est une situation d'aide à personne en danger, ça. Ben oui. Et juste pour... Je vais être bref, mais une semaine de sensibilisation, c'est comme un premier niveau très important. Ouais. Ça ne suffira pas par rapport à une situation comme celle-là, par rapport à un agresseur qui est toujours en train d'agresser. Et dans ce cadre-là, j'ai un autre chapeau qui est carrément les jeunes qui ont des problèmes de comportement, des conduites agressives à l'école. Il faut vraiment qu'il y ait arrêt d'agir. Et d'un autre côté, il faut qu'il y ait un encadrement serré puis un suivi des jeunes qui agressent aussi. En plus d'aider, évidemment, les victimes qui sont en situation extrêmement pénible, comme on vient de le voir. Absolument. Madame Saint-Louis, vous êtes criminologue de formation, vous travaillez dans les collèges, garçons, filles, indifféremment. C'est des situations qui se vivent à la fois comme victimes, à la fois comme intimidateurs aussi, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. L'exemple qu'on a vu précédemment, c'est exactement l'état que les élèves arrivent dans mon bureau en consultation, ils ont mal au ventre, ils ont beaucoup d'absentéisme, idées noires, suicidaires, ils attendent d'être au bout du rouleau parce qu'ils ont peur. Ils ont très peur. Ils sont démolis. Au niveau de l'estime de soi, ils sont démolis. Est-ce que vous vous sentez... démunis vous-même ou vous avez des ressources, vous êtes capable d'agir sur ces... Non, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. Il faut être vraiment discret. J'aimais beaucoup ce que la maman disait. S'il y a trop d'adultes qui s'impliquent, la personne va être plus intimidée. Mais si on est discret, on utilise les médiateurs, on utilise les passes que fait l'élève, le projet à l'école, c'est très, très bien parce que quand c'est des gens de ton milieu qui disent des choses, on dirait qu'ils croient davantage. Fait que c'est très bien. Très bien. À Maxime, on a une réaction d'un téléspectateur. Réaction de Solange Anne-Marie qui nous dit « Dans votre émission, les commentaires semblent démontrer que l'intimidation se vit presque uniquement chez des jeunes de plus petite taille que la moyenne. Mon fils a subi du harcèlement tant au primaire qu'au secondaire et il était plus grand que la moyenne. Mais un être hypersensible est capable de se défendre car trop démuni face aux harceleurs. Les années du secondaire 3, 4 et 5 ont été très pénibles pour lui. Alors j'ai une réaction, je pense que je vais aller voir M. Duval, vous êtes enseignant. Et vous avez un témoignage, vous pouvez bien répondre au courriel de... Tantôt, j'entendais François qui disait parfois on est plus petit, on est ciblé, tout ça. Il reste que même parfois on peut être un peu plus grand, un peu plus gros que la moyenne, puis justement subir une forme d'intimidation. Puis dans mon cas, je n'ai pas subi une forme très grave d'intimidation, mais il reste que
des petits coups de coude en passant comme ça, une fois, deux fois, jour après jour, mois après mois. Puis ça allait jamais plus loin que ça, il n'y avait jamais de mots, mais il reste que ça marque. En même temps, ben c'est ça, on peut être plus grand que la moyenne, mais quand on se tient au mutisme aussi, les choses changent pas. Puis ce que je peux dire aux jeunes, moi je suis enseignant aujourd'hui, je suis assez sensible à la cause parce que je l'ai vécu un peu moi-même. C'est de les amener à dénoncer. Je pense qu'il faut dénoncer ces situations-là. Puis je vous dis, moi, le premier comme intervenant, j'ai des jeunes qui viennent me voir, puis je le prends au sérieux. Je dis, il faut pas banaliser comme enseignant. Le jeune, bon, qui vient te voir, puis il a pris tout son petit change pour venir te voir, puis en dernier recours, tu sais, pour lui, c'est pratiquement une question de survie. Puis je peux vous dire que dans notre cas, en tout cas, intervention faite avec la direction, je pense qu'on est capable d'avoir un jeune après ça qui fait comme, wow, OK, après avoir parlé, je m'aperçois qu'il y a un autre monde, puis je peux vivre, puis je peux cheminer aussi là-dedans. Ouais. Fait qu'il faut trouver les bonnes personnes, puis parfois, ben, persévérer aussi envers les adultes, parce que oui, c'est pas tout le monde, des fois, qui est nécessairement à l'écoute, mais je pense qu'on va trouver la bonne ressource. Alors, sur ce message d'espoir, on s'en va à la pause et on poursuit cette discussion passionnante avec nos invités tout de suite après. C'est sûr que j'ai de la misère à socialiser avec le monde, ça m'est resté. Avec le temps, quand ça a été fini, bien, c'est sûr que j'ai réappris tranquillement comment me comporter avec les gens. Mais c'est sûr que j'ai toujours une certaine difficulté à communiquer avec les gens parce que j'ai presque pas parlé depuis tout ce temps-là au primaire. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment développé. Les regards se tournent vers l'international. Les chefs d'État convergent vers Londres pour une réunion du G20 sur fond de crise économique. Une rencontre cruciale et des enjeux importants couverts sur place par nos correspondants. À suivre jeudi sur RDI. Pour comprendre les rouages de la finance, pour investir judicieusement ou simplement parce qu'on veut voir venir les choses, on a une émission complète pour déchiffrer l'économie. Avec Gérald Filion, tout est tellement plus clair. RDI en direct sur l'économie, en semaine 18h30 sur RDI. Bonsoir. Ce soir au téléjournal, de la visite inattendue dans les bureaux du Fonds de solidarité de la FTQ à Montréal, la police tente d'établir des liens entre les motards criminels et le blanchiment d'argent dans des compagnies de la construction. D'autres perquisitions semblables ont eu lieu à Laval, Repentigny, Le Gardeur et Boisbriand. Et suivez Michelle Obama à la trace. La première dame des États-Unis est aussi à l'aise dans une école défavorisée à la Maison-Blanche que dans son potager. À tout à l'heure. Belle et fière de vous présenter Toujours plus loin. Quand les affaires vont bien. Moi, je me sentais un peu mal dans ma peau. J'aimais pas ça. J'étais tout seul à l'école, puis je parlais à personne. J'étais isolée. Alors, on le voit bien, l'intimidation, c'est aussi l'exclusion, c'est aussi l'isolement, la solitude. Alors, évidemment, c'est une autre forme qui paraît peut-être moins violente, mais elle ne l'est pas moins dans les faits. Je ne sais pas qui veut intervenir. Il y a Maryse qui voulait intervenir juste avant la pause sur le fait que... Oui. J'entendais toutes les nouvelles... les solutions qui sont en train de se mettre en branle. Je constate qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites depuis mon époque à moi, puis je trouve ça encourageant. Mais ce que je réalise, c'est qu'il manque comme un lien là-dedans, c'est-à-dire qu'on a chacun une responsabilité. La victime doit dénoncer, l'école doit dire c'est tolérance zéro. Et l'école doit faire, c'est elle qui est le lien entre les deux familles, la famille de la victime et la famille de l'agresseur. Parce qu'ils sont où les parents là, des agresseurs? Et parfois, ils savent même pas que leurs enfants agressent aussi. C'est pas vrai que les parents sont tous responsables. Donc, il faut, tant que l'école n'aura pas dit ici, c'est tolérance zéro, eh bien, les parents des agresseurs, premièrement, ne sont pas mis au courant et ne travailleront pas à régler le problème. Parce que souvent, ça tombe sur le dos, le fardeau de régler le problème, c'est souvent la famille de la victime qui doivent retirer les enfants de l'école, trouver une nouvelle ville, une nouvelle école. Pourquoi ce serait à eux toujours d'avoir à faire des efforts? Puis vous avez changé 8 fois d'école, puis c'était pas une solution. C'était la seule peut-être pour l'époque. C'était la seule, mais aujourd'hui, avec Internet... Maintenant, il n'y a plus de frontières. Hein? Tu veux repartir à neuf dans une nouvelle ville, on oublie ça. Donc, il faut que ça arrête. Là. Parce que vous évoquez la cyberintimidation, qui est dans le fond l'extension de la cour d'école. Exactement. Donc, comme vous lancez un peu là-bas aux parents, Michel Monette, le papa de Thierry, donc... La difficulté, elle est aussi au fait que l'école, des fois, on a l'impression qu'elle veut protéger sa réputation. Il ne faut pas trop que ça sorte, ainsi de suite. Dans notre situation, le professeur aide énormément. On a de la difficulté à voir comment la direction nous demande un diagnostic
un diagnostic psychologique pour sortir mon fils de l'école. J'ai pas de raison de payer pour faire ce genre de choses-là. Je te dis qu'il faut que je le sorte de l'école. Je vais pas te donner un diagnostic. Tu n'as rien qu'à voir que ça marche pas. Donc, c'est difficile. Des fois, on a l'impression d'avoir à se battre contre un géant, la commission scolaire, l'école. On comprend pas trop nos droits en tant que parents non plus. On sait pas. J'ai-tu le droit de retirer mon... Tu sais, ça dit qu'il faut que je l'envoie à l'école jusqu'à 16 ans. J'ai-tu le droit de le retirer? C'est quoi mes droits en tant que parent? Même si là, j'ai pris la décision, on l'a pris ensemble, on s'est assis, il fallait le faire, mais on savait pas comment est-ce qu'on pouvait vraiment intervenir. Et c'est ça qui est compliqué. Et les parents de l'intimidateur, dans votre cas, ou des intimidateurs? On n'a aucune idée. On n'a pas de... Puis l'école n'a pas fait d'intervention? On a eu une nouvelle aujourd'hui en nous disant qu'ils avaient demandé aux jeunes d'écrire une lettre d'excuse ou quelque chose comme ça. On va la recevoir demain, là, mais on n'a rien eu d'autre. Mais ce processus-là de lettre d'excuse, c'est comme ça que l'école où mon garçon allait procède. Fait que l'enfant, au lieu d'être envoyé à la maison, il met en retenue puis doit composer un document s'excusant, expliquant pourquoi il l'a fait, et ainsi de suite. Mais en quelque sorte, est-ce que ça apporte quelque chose de plus? Ça n'a rien changé dans le cas de mon gars. Des lettres d'excuses, il y en a eu combien? Quelle correction, Mme Desorcy, parce que vous écoutiez ce témoignage-là, puis un peu déconcerté. On le voit, on ne peut pas agir que sur un volet ou que sur une clientèle. Il y a plein d'initiatives dans toutes nos écoles, un peu partout, mais l'efficacité des programmes qu'on met en place tient à leur plus grande étendue, à toutes les clientèles qu'on va viser. On parle des parents intimidés, d'intimidateurs. Bien sûr, il faut aussi travailler de concert avec ces gens-là. Vous avez des programmes, vous invitez les parents, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'ils viennent aux rencontres? Écoutez, la semaine prochaine, je pense que j'en ai 115. Et puis ils vont être là. On fait, avec notre regroupement d'écoles, on offre des services, des conférences, du soutien, et puis ils viennent parce qu'ils connaissent, ils entendent parler, ils savent que ça a de l'impact s'ils connaissent bien la chose. François Chénier, vous avez bien réagi à la lettre d'excuse, vous? Parce qu'on ne prend pas au sérieux. Mais comme ma voisine disait, ça va être sincère. C'est un adulte qui lui dit « excuse-toi ». Il faudrait que ça vienne de lui. Puis d'ailleurs, moi, s'il y a quelque chose que je veux dire depuis le début de l'émission, la solution, là, elle va venir des jeunes. Ben non, elle va venir... On a besoin de l'appui des adultes, c'est sûr, mais les adultes représentent quelque chose de didactique, alors que les jeunes... Les jeunes, si les jeunes ont décidé que leur nouvelle religion, c'était l'environnement. Ma fille a 6 ans, elle baisse la fenêtre, elle dit « éteignez vos moteurs, jetez vos vidanges ». OK? Ça, c'est parce que toute la masse anonyme dont on parle tantôt, si la masse anonyme dit « je ne tolère pas ce que tu fais », ça part beaucoup plus de là que... Parce que vous avez été abandonné un peu par votre école. On n'a pas moi, j'ai fait mon primaire dans les années 70 aussi. J'ai pas besoin d'en dire plus. Voici ce que nos jeunes ont à dire sur ce qu'il y a à faire. On les écoute. C'est mieux d'en parler parce que si tu laisses tout le temps ça faire, mais ça pourrait t'emmener plus loin, puis jusqu'au suicide. Là. Fait que moi, ça me tente pas que le monde meure pour ça. Fait que c'est sûr que s'il y a du monde qui sont intimidés, mais allez en parler. Je dénoncerais. C'est pas stouler, ça, dénoncer. C'est sûr que c'est difficile. C'est vraiment une étape difficile à franchir. C'est un très gros effort de se sortir de là. Mais l'important, c'est ce qui vient vraiment aider les gens, c'est que leurs parents viennent les écouter puis veulent faire de quoi. Si les parents le savent, mais font rien parce qu'ils se préoccupent pas vraiment de le jeune, c'est sûr que là, ça aidera pas. Mais le jeune, il pourrait s'en sortir quand même s'il y a des bons amis qui s'occupent de lui puis s'il y a une vraie bonne volonté de s'en sortir. Faut jamais penser de se venger. Venger, c'est la moins bonne chose à faire. Le mieux, c'est d'en parler à un adulte que tu connais bien, un professeur de l'école, même si ça ne s'est pas produit à l'école, un professeur pourrait t'aider. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on voit quelque chose puis on n'intervient pas, bien, on est aussi coupable. À partir du moment où on rit à ce qu'un intimidateur dit, on est aussi coupable parce qu'on participe. L'intimidateur, il a besoin d'un public. Puis s'il n'y a personne qui rit, s'il n'y a personne qui embarque, bien, il va arrêter. Alors, François Chénier avait un peu raison. La solution va venir des jeunes eux-mêmes. Monsieur Duval?
Je dirais que c'est ça. Dans 85% des cas, il y a de l'intimidation. Il y a des gens, en tout cas, il y a des jeunes qui sont là, qui sont témoins, 85%. Je pense qu'il faut inclure ces jeunes-là dans la solution. Puis le groupe d'entraide, du moins que je veux monter à l'école pour l'intimidation, je pense que c'est d'inclure ces gens-là qui sont témoins. C'est d'avoir des gens, des sentinelles dans l'école qui sont là. Puis dénoncer, c'est tellement vrai, c'est postouler. Dénoncer, c'est dans le but de se faire du bien à soi, de faire du bien à quelqu'un et non de nuire à quelqu'un. Alors, dénoncer, c'est postouler. M. Royer, vous étiez... Dénoncer, c'est postouler. Écoutez, on a monté un programme dans les années 90, milieu des années 90, intervention au niveau des parents, des enfants eux-mêmes et des enseignants. Et déjà, au Québec, ça semblait pas... Au Nouveau-Brunswick, beaucoup de demandes, mais au Québec, ça semblait pas encore prioritaire. Et là, il y a un grand bout de chemin qui commence à se faire. Probablement que ça va être consacré parce que ce qui se passe ce soir. Mais un des éléments qui est arrivé, c'est qu'en termes de points de contact, la possibilité qu'on ait des leaders positifs au niveau des jeunes eux-mêmes dans une école, qui deviennent des points de contact par rapport à des jeunes qui étaient en difficulté, tout le moment des pères aidants. Parce que se confier quand on a 10 ans à un autre enfant de 10 ans... Ça va nulle part. Si là, l'autre enfant de 10 ans ou de 12 ans a été formé pour jouer un rôle, pour aider des gens en difficulté, ils ont des antennes qui peuvent être intéressantes pour être capable de au moins mettre des gens en contact avec des ressources. Maxime, un courriel du public? Oui, Luc qui nous parle des séquelles de l'intimidation. Luc qui probablement aurait dû dénoncer, comme on le dit abondamment depuis quelques minutes. Alors il dit, tout au long de mon enfance, j'ai été la victime préférée de beaucoup de gens à l'école, que ce soit dans la cour d'école, devant les casiers, dans les classes. Cela a eu pour effet de m'isoler. J'ai abandonné mes études à la fin de mon secondaire. Encore aujourd'hui, à 40 ans, j'en ressens les effets. Difficulté d'être en public, d'être la risée du monde. Et puis nous avons Jimmy qui trouve qu'on n'écoute pas suffisamment les intimidés. J'ai été victime d'intimidation, dit-il, tout au long de mon secondaire. On n'écoute pas assez les intimidés qui ont eu le courage d'aller dénoncer leur bourreau. Les intervenants demandent aux intimidateurs des excuses et leur version des faits. Je ne me souviens pas qu'un enseignant ou qu'un intervenant m'ait donné la chance de dire à l'intimidateur et aux autres élèves tout ce que l'intimidation produisait dans ma vie. Marie-Pierre? Du côté des enseignants qui n'écoutent pas les élèves, c'est certain qu'il y a plusieurs enseignants qu'on a l'impression qu'ils s'en foutent, qu'ils nous écoutent pas, qu'ils veulent pas nous aider. Mais dans le fond, c'est que la majorité n'ont pas comme on parlait tantôt, ils n'ont pas les bagages nécessaires. La formation. C'est ça. C'est sûr qu'il y a plusieurs programmes qui commencent à se mettre sur pied de plus en plus, mais ils devraient de plus en plus en avoir pour que... Monsieur Desrochers, de Jeunesse Éco. Juste pour faire un peu de millage là-dessus, souvent les réactions extrêmes, c'est là où est-ce que ça augmente leur détresse. C'est-à-dire réaction de fais-toi-en pas, ignore-les, fais-toi une carapace. Ça devient très minant pour eux autres, ou même l'autre extrême qui est de le faire à leur place. Alors, juste peut-être un exemple d'appel, une jeune fille de 11 ans, son grand succès, ça a été qu'elle n'a pas pleuré la journée où elle s'est fait intimider, cette journée-là, puis elle nous a appelé pour ça. Ouais. C'est souvent des petits succès qu'ils font comme ça qu'il faut célébrer plutôt que de le faire à leur place. Très bien. Madame Lompré? En fait, je pense que la solution n'est pas nécessairement dans la répression. À un moment donné, il est clair qu'il y a des situations qui génèrent un arrêt d'agir très clair. Mais par la suite, il faut poursuivre le travail, autant avec l'intimidé, c'est souvent de lui dont on va parler, mais surtout avec l'intimidateur pour arrêter tout ça. Et il faut absolument qu'on soit capable de s'asseoir ensemble ici et qu'on se le dise. Qu'on se le permette ce soir, c'est déjà un beau point. Comme si vous aviez le scénario de l'émission entre vos mains, parce qu'après la pause, on a le témoignage d'intimidateurs repentis, des gens qui ont cessé d'intimider, qui vont nous dire comment ils s'en sont sortis. Puis on a la mère de Frédéric qui est avec nous sur le plateau. Alors, mesdames, messieurs, on se retrouve tout de suite après la pause. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue au Club. Avez-vous entendu parler du super décapant? Mort dans une maison de Laval, la police recherche une femme de 43 ans. Le président d'Air Canada est remplacé par celui qui a mené la restructuration de la compagnie en 2003. La FTQ prête à collaborer avec la SQ dans son enquête sur la construction. L'opposition à Ottawa fait adopter une motion pour aider financièrement Radio-Canada. Les bourses de Toronto et New York connaissent leur meilleur mois depuis 2002. Une nouvelle contraction du PIB confirme que le Canada est bel et bien en récession. Le manque de communication entre Transport Canada et la GRC menace la sécurité dans les aéroports.
t'es plus jeune, c'est tellement facile, c'est tellement plus valorisant. T'intimides quelqu'un, tu te remontes là-dedans. Puis je pense que je me bâtissais un peu une estime de moi. Puis c'est comme ça que j'ai un peu grandi. C'était le plus fort, le plus fort, le plus fort. Les plus forts mangent les plus faibles, dans le fond. Ah oui, alors c'est la loi du milieu, hein, la loi du plus fort. Je dois vous dire quand même que Karine, qui est très épanouie aujourd'hui, très sereine, a mis sur pied un projet de théâtre, justement, sur l'intimidation, une pièce de théâtre qui est présentée dans différentes écoles et elle est aujourd'hui dédiée à la cause de l'intimidation, comme quoi on peut, à un moment donné, réaliser là, que ce qu'on est sur la mauvaise voie et tout ça. Et donc, ça peut être réjouissant comme témoignage. Merci, Karine, d'avoir témoigné donc à l'émission. Monsieur Royer, donc on peut s'en sortir si on devait... Quelle approche on doit avoir face aux intimidateurs? Est-ce qu'il y a une approche, diverses approches? Le terme arrêt d'agir s'applique. Oui. La deuxième chose, au niveau de la médiation entre l'intimidateur et la victime, personnellement, ce qu'on enseigne pour intervenir, c'est de ne pas faire ça. C'est qu'on faire de la médiation avec quelqu'un qui battrait sa femme en disant il y a peut-être une part des deux, là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'idée de base, c'est carrément qu'on va essayer d'avoir un arrêt d'agir et d'enseigner un comportement de remplacement. Il y a d'autres façons d'attirer l'attention et d'avoir de l'influence que ça. Très bien. Alors, Mme Saint-Louis, vous travaillez, on vient d'entendre Karine, donc une jeune fille, vous travaillez principalement auprès de jeunes filles. Les garçons n'ont pas le monopole de l'intimidation. Ah, pas du tout. Ça va très loin. Les filles sont aussi capables d'intimider que les garçons. Ah oui, ça va loin. Puis les filles, ils lâchent pas. Ils partent des rumeurs. Ils excluent. Une fille de la gang. Puis là, tout le monde se met contre elle. Fait que du jour au lendemain, elle se retrouve plus rien. Elle sait plus où se mettre dans l'école. Ah oui, non, les filles, ils peuvent être... Puis ils continuent. On dirait qu'il y a une rancune. Ça continue... longtemps. Et qu'est-ce que vous privilégiez, vous, comme approche face aux intimidateurs? Bien, je pense que, premièrement, il faut leur expliquer leur comportement, l'impact que ça a sur la victime. Parce que des fois, ils réalisent pas que c'est blessant. C'est ça. Ils réalisent pas l'impact parce que la victime se met une carapace, elle rit, elle fait semblant que... Des fois, il y a des victimes qui ne montrent pas que ça les dérange. Fait que les gens continuent, puis ils pensent que c'est drôle, mais dans le fond, c'est pas drôle du tout. Et vous, quelle approche vous privilégiez, Maryse, vous face à l'intimidateur? C'est une bonne question, madame. Si je le savais, mon Dieu, j'aimerais pouvoir la Alors, pensez-y, je vais aller voir. Oui, M. Maheu, à la police, qu'est-ce que vous pouvez... 95 des cas, quand on voit une rencontre avec l'intimidateur et la victime, lorsqu'on a une rencontre sans amener la personne à la cour, ça s'arrête, absolument, une rencontre. Donc, un face-à-face que M. Royer favorise avec les policiers, qu'on comprend un rapport, on rencontre l'individu, un intimidateur. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'on a une plainte directement, le directeur nous appelle, puis quand on parle d'adolescents, lorsqu'il nous appelle, c'est pas la première fois, on a une rencontre 1 à 1, puis absolument, ça s'arrête tout de suite. Mais on parle, quand on voit, vous avez des vidéos pour les petits cahiers à l'école, ça, c'est autre chose. À un moment donné, on n'a pas le choix, il faut arrêter l'individu pour que ça l'arrête, parce qu'il y a une continuité dans l'année. Bon, mais où est-ce qu'on la trouve, la solution? Vous, par exemple, Mme Renaud, M. Monette, qu'est-ce que vous auriez privilégié pour l'intimidateur ou les intimidateurs de votre fils? Ils ont essayé la rencontre, ils ont eu des conversations dans la classe. C'est passé, le professeur a invité les différents élèves à dire qu'est-ce qui se passait, puis à Thierry à exprimer qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas, et ainsi de suite. Ça se fait devant toute la classe. Il fallait qu'il parle devant ses bourreaux, là. Oui, c'est ça. Et c'est très humiliant, mais là, ils ont établi après ça un protocole de OK, quand tu fais ça, là, je te dis que j'aime pas ça, il faut que tu arrêtes. Mais là, dans la classe, ça va, il y a un professeur qui dirige, mais à l'extérieur, puis là, c'est rendu dans le métro, puis ainsi de suite. Là, ça marche plus. Oui, parce que ça reste pas juste dans l'école. C'est ça, parce que c'est pas juste dans l'école. Je vais prendre des petits commentaires en rafale rapide de réaction à ce genre de... Et je veux connaître votre position là-dessus, Mme Lompré, ensuite M. Royer, puis M. Dancos. Chaque situation est unique. Donc, est-ce qu'il y a une recette miracle? Je pense pas. Ce qui est, par contre, important, c'est de considérer ça dans chacun des milieux. C'est à travers chacun des milieux qu'on est capable de bien définir ce dont l'élève aura besoin à ce moment-là. Mais est-ce qu'on est compétent? Monsieur Royer, vous aviez l'air absolument découragé quand vous entendiez M. Monette raconter ce qui s'est fait dans la classe de son fils. Dans une école, on est déjà très sensibilisé à la question de l'intimidation, du taxage, etc. Par la suite, moi, psychologue, je vais intervenir directement au niveau de l'intimidateur, des parents de l'intimidateur, et la même chose au niveau de l'intimidé et de ses parents. Et ça prend du sur-mesure en termes d'intervention, mais quelque chose de clair.
Oui, très bien. Alors, on va écouter d'autres témoignages d'intimidateurs repentis, puis on revient là-dessus sur l'approche qu'on doit avoir avec eux. Ça fait quelque chose de voir quand tu vois un enfant qui t'intimide, puis que c'est rendu quand tu le vois, il est en chèque, il a peur de toi, là, tu réalises, puis tu vois, non, c'est pas ça que je veux faire, je veux pas faire peur au monde. Ben, je commence à faire la paix avec moi-même parce que je commence à réaliser que qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce que je fais encore. C'est pas correct, ça fait du mal aux autres, puis en même temps, ça me fait du mal à moi-même. Alors, Josée, c'est votre fils, Frédéric. Oui. Alors, c'est tout un cheminement que vous avez suivi pour en arriver là avec lui. Frédéric, en partant, est un enfant hyperactif avec un déficit d'attention. Ouais. Fait qu'au primaire, ça a tout le temps été l'enfant qui était plus petit, donc facile à intimider. Puis il était assez copieux sur les autres. Ouais. Puis au secondaire, ben, c'est lui qui a décidé de faire le contraire, mais j'ai eu son intervenant à l'école qui a aidé énormément. Si ça ne serait pas de son intervenant, je pense que Frédéric ne serait même plus à l'école. Oui, très bien. Alors, vous êtes fiers de lui maintenant, là? Oui. Fiers de lui. Il reste encore un bout de chemin à faire, mais il en a fait énormément encore. Parce qu'il a beaucoup été dit que, dans le fond, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Non. Ils ne s'en rendaient pas compte. Non, c'est Puis par vous ne le après. saviez pas non plus. Quand vous avez appris ça... Non, je l'ai su quasiment tout de suite. Oui, qui intimidait? Oui. Parce que j'avais son intervenant, puis moi, on avait un bon contact. Bon. Puis... Parce que ça fait partie du problème. Les parents d'intimidateurs doivent se dire, ben non, mon fils, il est parfait, il est unique, il est merveilleux, il ne peut pas faire ça, Pascal. Dans la cause... D'où l'importance d'impliquer les parents. Oui, vous avez des jeunes travaillé avec agresseurs. Frédéric, vous. Travailler avec Frédéric, travailler avec Josée, travailler avec les partenaires du milieu. Puis je pense qu'il faut éviter aussi les conséquences bonbons, les sanctions bonbons. Une lettre de copie, 2 jours de suspension, le jeune agresseur joue au PlayStation, il revient à l'école, tout est beau, on en recommence. Très bien. Alors, Fabienne, vous avez dit tout à l'heure que vous favorisiez un certain type d'intervention plutôt autoritaire. Fermeté bienveillante. OK, alors... On va appeler ça comme ça. Alors... Oui, et puis avec les parents de l'agresseur. Moi, mon enfant est en danger de mort. Je vais parler aux... Ouais. C'est sûr que je vais rencontrer les parents de l'agresseur. Ça, c'est certain, c'est certain. Et qu'est-ce qu'on fait chez vous, M. Blackburn? Je rappelle au Lac-Saint-Jean, parce que dans l'affaire David Fortin, l'émission ne porte pas là-dessus, d'ailleurs, on n'a pas vraiment parlé ce soir, il y a eu plusieurs interventions. Là. Qu'est-ce qu'on fait des agresseurs chez Oui, vous? effectivement. Et je pense qu'il y a toujours une gradation importante qui est à mettre en place. Et je croirais toujours que l'éducation, il y a une sensibilisation d'abord qui est à faire. Ces jeunes-là, tant celui qui agresse que ceux qui sont agressés, il faut leur mettre les mots dans la bouche aussi et il faut qu'ils voient, qu'ils comprennent et qu'ils apprennent ce qu'est l'intimidation pour être capables d'y faire face, la dénoncer le cas échéant. Ouais. Vous me demandez qu'est-ce qu'on fait chez nous. Je vais donner un exemple, par exemple, pour le primaire. Un des programmes, on a un labyrinthe chez nous où les enfants vont circuler dans différentes stations d'apprentissage où ils vont être sensibilisés au phénomène de l'intimidation sous toutes ses formes et au sortir desquels on va arriver avec des actions. On va faire des retours avec les enfants et durant ces rencontres-là, les jeunes vont verbaliser, vont être capables de nommer les formes et dire oui, je le vois, oui, je l'observe, oui, j'ai été témoin et on réussit à quelque part à endiguer certaines situations. Par contre, je dirais, une fois qu'on a tout fait ça, je croirais encore, monsieur disait tout à l'heure, la présence d'un policier éducateur pour qu'un jeune comprenne exactement les limites et les conséquences de ses choix et de ses gestes et qu'à un moment donné, les sanctions bonbons, comme monsieur disait tout à l'heure... Des lettres d'excuses chez vous, ça? Les lettres d'excuses, bon. Je croirais aussi que ça a un effet éphémère, mais il faut mettre les jeunes devant la réalité, devant les conséquences réelles de la vie qui les attendent s'ils ne modifient pas leur comportement. Et on en perdra peut-être encore quelques-uns, mais on va en sauver plusieurs. Mais pour trouver les solutions, quand on est enseignant, très rapidement, en rafale, tous les trois, les enseignants que j'ai ici, là, est-ce que vous savez comment intervenir là, du premier coup, Mme Drouin? Bien, c'est sûr qu'il faut écouter les deux parties. On ne peut pas travailler seulement avec l'enfant intimidé, victime. On ne peut pas travailler seulement avec l'agresseur. Monsieur Duval? Là, je pense qu'il y a des gens qui, s'y croient, qui ne sont pas outillés. D'abord, écouter, ne pas banaliser, puis être capable de référer vers les bonnes ressources. Ça, c'est une chose importante. Madame Nadeau, vous? Moi, c'est la pratique de la parole avec tous les élèves.
Que les élèves dans la classe soient capables de dire je voudrais critiquer tel élève parce qu'il m'a bousculé, c'est quoi la conséquence, qu'ils sachent dès le début du primaire qu'ils peuvent parler. Très bien. Alors, Maxime, un autre courriel du public, Maxime. Il y en a beaucoup, je pense. Oui, beaucoup de courriels. Ils abondent, preuve de l'importance de ce phénomène qu'est l'intimidation. Alors, on a parlé du cas de Frédéric. Nous avons un autre exemple d'intervention heureuse. Pierre Lachance qui nous dit « J'ai pris ma retraite de l'enseignement en 2001. Je me souviens d'une fois où je suis intervenue dans une situation où un élève était victime de taxeurs. Je lui ai dit que s'il avait le courage de les dénoncer, ce sont eux qui auraient peur des conséquences. J'ai donc rencontré ces taxeurs individuellement et ensuite avec l'élève qui a porté plainte. Je n'ai eu besoin de l'aide de la direction que pour un seul des 3 élèves. J'ai mentionné aux autres que s'il arrivait quelque chose à ce jeune à l'intérieur comme en dehors de l'école, il serait tout de suite blâmé. Le dénouement a été heureux parce que plus jamais le jeune homme n'a été intimidé. » Bon, alors voilà, on s'en va à la pause sur cette bonne nouvelle, Maxime. Et d'ailleurs, on va vous rappeler l'adresse où vous pouvez nous joindre par courriel. Et on se retrouve après la pause, mesdames et messieurs. Restez avec nous. L'Afghanistan. Ils me disent que j'étais trop grosse, que j'arrêtais pas de manger, puis c'était pas vrai dans le fond. Puis ils m'écœuraient comme ça pour me faire mal. Tous les mots pour me faire mal. Encore un témoignage de jeune fille qui aujourd'hui travaille auprès des jeunes, une jeune fille de 18 ans. Je vais retrouver tout de suite Maxime Bertrand qui, puisque nous avons parlé de ressources et de solutions, Maxime va nous dire un peu où on peut les trouver, enfin quelques-unes de ces ressources et on vous écoute, Maxime. Alors, plusieurs sites ressources. Anne-Marie, commençons par l'Institut Pacifique. L'Institut Pacifique, un organisme qui est très connu au Québec, qui a mis en place un programme de médiation par les pairs intitulé « Vers le Pacifique ». Alors, vous avez l'adresse ici. Ensuite, Jeunesse Écoute, qui est un autre site Internet, alors un site jeunesse, où on donne des conseils aux jeunes par tranche d'âge et par catégorie et sujet. Vous avez ensuite deal.org, alors qui donne des solutions aux parents, d'élèves qui sont victimes et parents d'intimidateurs. Vous avez également teljeune.com, alors un autre site pour les jeunes. Et enfin, parlons-en.com, qui est un autre site important. Et je vous laisse, Anne-Marie, avec 2 numéros de téléphone. D'abord, celui de Jeunesse J'écoute, 1-800-668-68-68, et celui de Tel Jeune, 1-800-263-22-66. Alors, merci beaucoup, Maxime. Et je suis sûre que les gens vont pouvoir continuer de nous écrire. Et éventuellement, évidemment, l'émission pourra être vue sur le site Internet de notre émission. Alors, évidemment, c'est le temps de conclure. On a entendu des témoignages poignants, émouvants. On peut s'en sortir. Il y a une chose dont on n'a pas vraiment parlé, c'est que si on n'intervient pas, les jeunes intimidateurs risquent plus tard d'avoir des casiers criminels. Et on nous dit, puis M. Royer peut le confirmer, que quand on n'intervient pas non plus, souvent les jeunes victimes gèrent mal leur colère un peu plus tard et parfois, ça se tourne contre la société. Et certaines études semblent démontrer que les tueries comme Columbine, il y a un lien direct avec l'intimidation. Il ne faut pas négliger ça. Quand on remonte, quand on revient dans la situation, plusieurs situations très tragiques dans certaines écoles ont été expliquées par des jeunes qui eux-mêmes avaient été victimes. Et c'est évident que la souffrance, les écoles ne peuvent pas être des endroits où on vit de la souffrance à ce niveau-là. Il faut véritablement intervenir et coller les pratiques exemplaires qu'on sait qui fonctionnent. Quand vous regardez dans l'ensemble du Québec ce qui se fait, êtes-vous optimiste? Je suis optimiste. Plus qu'il y a 15 ans, peut-être, il y a 10 ans? Je suis optimiste, mais il va falloir qu'au niveau de la formation des enseignants, entre autres, on les prépare au fait qu'ils auront à composer avec cette situation-là, ce qui n'est pas le cas présentement. Alors, Madame de Jorcy... Il faut démontrer, il faut manifester notre volonté ferme d'intervenir et d'agir correctement, puis de le faire en espérant que, dans le fond, on sera prêt à faire face à ces choses-là. Donc, on parle de formation. Mais l'êtes-vous?
Quand on structure nos interventions, qu'on évite de s'éparpiller, quand on fait des programmes qui sont récurrents et qui partent du plus jeune âge de l'école. Au primaire. Exactement. Et c'est là où on va pouvoir permettre aux enfants de se développer. Alors, est-ce que c'est comme une sorte d'électrochoc ce soir, Mme Jou, de constater que c'est assez répandu et que l'enseignant a un rôle à jouer quand même? Oui, absolument. Dès la prématernelle, il y a des programmes qui existent. Si on peut aller rejoindre les enfants, le côté émotif de l'enfant, bien déjà, on a gagné un bon bout de terrain. Est-ce que vous vous sentez interpellé comme enseignant, M. Duval? Pour les enseignants, ben pour la direction, je pense que c'est d'être constant, puis c'est d'agir immédiatement, puis ça, c'est sécurisant pour les jeunes aussi. Oui. Mme Nadeau? C'est d'être là, mais moi, je trouve qu'on devrait aller un pas plus loin, c'est avoir un contrat social. C'est-à-dire que d'impliquer tout le monde. Le gouvernement, il a fait une politique alimentaire, il a fait une loi, il gère tout ce qui se passe dans les écoles sur l'alimentation, mais il devrait faire la même chose avec l'intimidation. Parce qu'on a fait des grandes annonces l'année dernière. 17 millions pour le Québec, Mme Courchaine. M. Simard, en 2002, avait annoncé des grandes politiques pour un contrat, un protocole d'intervention. Pardon? Dans notre quotidien, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Peut-être que Québec, à la Rive-Sud, c'est un peu loin. On va suivre l'argent à la trace. Marie-Pierre? Mais ce qui est aussi important de savoir, c'est que dénoncer, c'est beaucoup plus facile qu'on peut le penser. C'est pas nécessairement sauter dans le tas et dire « Hey, non, c'est pas bien ce que vous faites, lâchez-le » ou peu importe. C'est juste être, comme on parlait tantôt, de la discrétion, être discret, aller en parler à quelqu'un que nous, on sait que... C'est peut-être pas tous les enseignants qui savent comment agir, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-uns ou des intervenants faits pour ça, aller leur parler. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir abandonné, et soit par ses enseignants, la direction d'école, peut-être même ses parents qui sont démunis. Il y a des parents qui peuvent être complètement dépassés par la situation. M. Blackburn, dans le public, dans les médias, on a souvent dit que l'école ou les écoles chez vous n'avaient pas fait les bonnes affaires. Là. Bien, je pense que c'est pas que l'école n'a pas fait les bonnes affaires. Il est arrivé un incident qui est malencontreux et seul David connaît la vérité dans cette histoire-là. Il nous l'apprendra un jour. Maintenant, j'aimerais citer le témoignage d'une direction d'établissement. Tantôt, on parlait comment agir avec les agresseurs. Je pense qu'elle a trouvé une belle façon d'utiliser le leadership de ces jeunes-là, parce qu'ils ont un leadership très fort. Hein. Ils emmènent autour d'eux un paquet de jeunes à faire comme eux. Et ce qu'elle fait, elle les rencontre dans son bureau. Elle les met bien au fait de la situation, qu'il est strictement interdit qu'il puisse arriver quoi que ce soit à ce jeune-là, et que s'il arrive de quoi, c'est lui qui va être responsable. Et quand il essaie de se déculpabiliser, de se déresponsabiliser, elle dit bien, tu as été fort pour faire du mal, maintenant, utilise ton leadership, faire du bien, sinon c'est toi qui es responsable. Et ça donne des résultats très intéressants. Ça donne des résultats. Mme Lompré? Actuellement, je pense qu'on est en situation de se causer. On a demandé aux enfants de dénoncer. Alors, c'est à nous de nous prendre en main. Si les directions d'école ont des devoirs à faire, on va s'y mettre. Êtes-vous optimiste quand même, M. Monette? Bien, je suis optimiste, oui, si j'entends les directions... De faire ce qu'ils ont à faire. C'est juste pas simple à dire, à le faire, en fin de compte. Il n'y a pas de solution miracle. Non. Mme Bouchard, vous? C'est de continuer à avoir le contact avec le jeune, puis de lui parler. Ouais. Puis ça va rentrer dans l'ordre. On va vous souhaiter bonne chance avec Frédéric. Hein? Il est bien parti. Oui, donc, il est bien parti. Il y a des gens qui ont... C'est un exemple de réussite. Hein, Oui, mais c'est parce que, comme je dis tout le temps, il y a eu son intervenant à l'école. Oui. Puis ça, des intervenants à l'école, on les a tous coupés à un moment donné. Est-ce que ça revient tranquillement? C'est quoi la situation dans les écoles? Voilà. Mais pas... Qu'est-ce que vous dites, M. Dancourt? Ça revient tranquillement, très tranquillement. Très tranquillement. Mme Lompré, vous? Si on laissait à l'école le choix, ce serait plus facile. Alors oui, des programmes gouvernementaux, c'est une bonne idée. Par contre, il faut permettre à l'école de faire les choix dont elle a besoin. De répondre à ses besoins. Vous acquiescez à ça, Mme Renaud? Oui, puis on parle beaucoup que l'école a beaucoup de responsabilités, mais moi, je crois que c'est vraiment un bon partenariat entre les parents et l'école. Les parents ont un grand rôle à jouer aussi. Et souvent, on se rend compte, comme ce soir, des parents qui s'impliquent, donc du coup, un résultat qui est là. Monsieur Maheu, vous vous sentez interpellé? Que dans toutes les places au Québec, il y a des policiers communautaires, jeunesse qui spécialisent, intervention aux criminels ou juste des rencontres de prévention légalement. Alors, ils sont là au service des écoles, des directeurs, des enseignants aussi. Puis des fois, les parents nous appellent aussi quand on a un bon contact avec les écoles. Alors, à bon vouloir les utiliser, ils sont présents pour ça. Oui, parce qu'on n'aime pas toujours faire affaire avec la police. C'est des policiers préventionnistes. Puis des fois, ça baisse les tensions, puis ça l'arrête. Ou s'il y a continuité, on va faire en sorte... Vous êtes formés pour ça. Oui, exactement. Vous le disiez tout à l'heure, Mme Saint-Louis, vous? Bien, je pense effectivement qu'il manque d'outils dans les écoles parce qu'il
faut travailler en équipe et pour ça, il faut être dans l'école. Si on est à 1 journée ou 2 journées semaine, moi, je le sais, je fais 3 écoles. Des fois, c'est difficile de faire des bonnes interventions. Privé-public, est-ce que vous voyez une différence, vous? Je n'ai pas fait le public. Je fais que le privé, mais je sais que le privé, on encadre beaucoup nos élèves. Fait que peut-être que ça doit faire une différence. Alors, Marie, est-ce que c'est la... Bien, je crois qu'une politique de tolérance zéro, les écoles devraient avoir une politique de tolérance zéro sur l'intimidation. Ça permettrait à la victime de dénoncer en toute confiance. Sa famille se sentirait appuyée. Et puis, au niveau de l'agresseur, de la famille de l'agresseur, au moins, il y aurait à prendre la responsabilité pour régler le problème. Et même, pourquoi pas avoir de l'aide pour toutes les familles. Là. Parce que souvent, il y a un problème à la maison quand il y a un enfant qui fait du trouble à l'école. Oui. Donc, François Chénier, avec vos deux enfants qui s'en vont à l'école. Non, un mélange de ce type d'intervention. Et je continue à dire que la jeunesse va se réveiller d'elle-même. La jeunesse, quand ils ont décidé que les Backstreet Boys, c'était poche, ils ont décidé que c'était poche. Ils décident eux-mêmes. Je vais donner le mot de la fin à Fabienne. Fabienne, 3 épisodes sur l'intimidation. Puis ce soir, je pense que vous repartez avec plein d'idées. Oui, mais il faut rendre l'école aux enseignants et à la direction. Moi, je pense que quand tu as un bac en mathématiques, tu es là pour enseigner les mathématiques, tu peux pas tout faire. Et il faut... tantôt, je disais fermeté bienveillante, mais on met des enfants au monde, il faut s'en occuper. Ouais. C'est ça. Ouais. On revient à l'essentiel. Ouais. Maxime Bertrand, j'aimerais vous remercier d'avoir partagé avec nous vos courriels et l'opinion des téléspectateurs ce soir. Je vous en prie, Anne-Marie. Ça continue de rentrer. Oui, ça continue de rentrer et je dois vous dire que l'intérêt suscité par cette discussion chez les téléspectateurs est une bonne nouvelle en soi. Alors, il faudra suivre au cours des prochains mois les démarches de vos panélistes. Très bien. Peut-être, M. Desrochers, on peut déjà téléphoner toujours des gens chez vous à l'écoute? Toujours, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et même, on en entend parler au mois d'août, parce que les jeunes se préparent déjà à la rentrée, donc on est toujours là. Bon, alors on souhaite à tous les Thierry, les Frédéric et les autres, ceux on remercie Nicolas, Léo, Karine, tous ceux qui ont accepté de parler à Maxime Bertrand, d'avoir eu le courage de nous parler. Vous étiez très convaincants, puis on vous souhaite d'être heureux dans la vie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été à notre rendez-vous pour cette émission spéciale sur l'intimidation à l'école. Très souvent, ça commence à la maison, c'est à l'école. Merci. Au revoir et à la prochaine. Les regards se tournent vers l'international. Les chefs d'État convergent vers Londres pour une réunion du G20 sur fond de crise économique. Une rencontre cruciale et des enjeux importants couverts sur place par nos correspondants. À suivre jeudi sur RDI. Chaque jour... On en parlait hier, 5 sociétés d'État québécoises ont dépensé 10 millions de dollars pour la location de loges au Centre Bell depuis 1996. Aujourd'hui, la question a rebondi à l'Assemblée nationale et le premier ministre Charest a dû rendre des comptes. Christian Latreille. Le premier ministre du Québec, Jean Charest, n'est pas du tout choqué de voir 5 sociétés d'État dépenser 10 millions de dollars pour louer des loges au Centre Bell à Montréal. Il affirme qu'il s'agissait d'une forme d'aide dans un contexte économique difficile à l'époque. Ça remonte aux années 90, quand l'investissement dans les loges avait été perçu comme étant un geste d'appui envers l'investissement du Centre Bell. Le problème, c'est que selon l'Institut de la statistique, le Québec connaît une croissance économique moyenne de près de 3 % entre 1993 et 1996, alors que l'amphithéâtre Bell est en pleine construction. Par ailleurs, on peut se demander si le Centre Bell a besoin des sociétés d'État quand 59 entreprises privées attendent depuis 5 ans. De natalité au Québec,